Salut, 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 salut. Donc aujourd'hui, c'est un peu un épisode en duo avec moi et mon cher ami Ulysse, Sissif représente. Et Bonjour à tous. bonjour à tous. Est-ce que tu as un plug à faire? Toujours pas, hein. Moi j'ai rien à vendre, je vous ai déjà dit, le capitalisme c'est pas bien. Arrêtez avec ça, ok? On veut mais, pas de votre pub, c'est clair? mais écoute, si toi tu fais ton livre, tu vas quand même faire de la pub dessus. Et le livre où tu vas démonter le capitalisme en faisant une pub et tout, ce serait quand même trop intéressant. Non, ce serait faire le lit du capitalisme, et ça je refuse. Non, Refuse. ce sera des gens qui se laisseront guider jusqu'à mon livre, hein. C'est ça. Et c'est pas grave si je fais 3 ventes, parce que c'est pas l'argent qui m'intéresse, C'est c'est ça. les idées. C'est les idées. Il n'y a que les Exactement. idées qui comptent, les idées qu'on se partage et Tout à qu'on se fait. dit les uns aux autres. Exactement. Tu vois, et qu'on Ouais, c'est met ça. dans l'esprit de l'un et de Voilà, l'autre. les idées, ça se partage. Voilà, dans une société parfaitement communiste, eh ben, il y aurait pas de problème. Tout le monde parlerait, tout le monde échangerait des idées. Enfin, ce serait beau, quoi. Enfin, moi, c'est tout mon but, hein. Je vous préviens, là, c'est de la propagande communiste. Bienvenue sur communistafm.92. C'est bizarre comme nom de radio. On changera après. Comunista inutilo quod represento. Enfin, en même temps, ça a commencé par Marx, donc il faudrait peut-être un nom allemand, c'est ça? Donc, Ouais, c'est vrai. das Kommunistenradio. Mais non, mais parce que vu que c'est ironique, c'est mieux de faire à partir des Russes parce que c'est à partir de ce moment-là que ça part vraiment en couille. Donc, Ouais. tu sais, Mais je connais rien en russe, je connais pas de mots. Stalinisto radio Das Kommunistische Manifesto. Sukabliat. Niet, niet. Alors, aujourd'hui, on va parler du langage et on s'est inspiré d'un film qui s'appelle Arrival. Donc, il y aura probablement beaucoup de spoils. Donc j'ai envie de dire, énormément. Donc j'ai envie de dire encore une fois, si vous entendez ceci, on va probablement spoiler blindé. Je répète encore une fois, on va probablement spoiler blindé. Donc vous pouvez arrêter et aller voir ce film avant. Mais avant cette fois, c'est pas juste pour pouvoir écouter l'épisode. Même si vous écoutez pas l'épisode, ce film doit être vu. C'est non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Pour le coup, ouais. Sans trop spoiler, mais donc ouais, non, il est génial. Regardez ce film, même avant quand vous spoil. Il y a plein d'idées, donc on va un peu explorer ces idées et voir où ça nous mène. Et donc voilà, moi je vais lancer. J'ai quand même préparé un texte. Et le texte, le titre en français, c'est Le sens de la vie. Sikumoya, kutkalim aliyamua, kutoa wanadamu, maana ya maisha, alienda duniani. Alichukua umbo ya mzungu. Alienda New York. New York ni muhimu. Watu wengi wanaishi ya New York. Kutk alikusanya watu karibu naye. Kutk alianza kueleza maana ya maisha. Lakini maana ya maisha alikataa. Alibadili maneno ya Kutk. Alibadili Kutk. Kutk alikuwa mtu mweusi, pardon. Kutk aliongea zaidi. Polisi walikuya. Polisi alikuwa Kutk. Alikato kote. Voilà. C'est une vraie histoire, mais en swahili. Donc pour les vrais geeks, voilà, amusez-vous à traduire ça et vous aurez une histoire de Kutk qui parle du sens de la vie. Et donc voilà, pour introduire le langage. J'ai écrit une histoire dans une langue qu'on ne connaît pas, qui a du sens. Et attends, je prends mes notes. Et ouais, parce que finalement, en fait, le film Arrival parlait un peu de ça. Bon, ok, on a différentes langues. Et un des aspects, je trouve, qui était assez central dans ce film, et bon, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est comment le langage, en fait, est une sorte de carte du monde ou d'une sorte d'outil qu'on utilise pour comprendre le monde et comment ça peut influencer qui on est, comment on pense et comment on voit les choses. Et Eh ben, c'est bien que tu commences. Je pensais le garder pour plus tard, mais j'irai même plus loin. En fait, d'ailleurs, ils en parlent dans le film. Bon, on y viendra plus tard avec cette histoire d'écriture non linéaire. ouais. Mais tu es d'accord sur le fait qu'on pense en mots. Ouais. Et du coup, tout ce que tu vois, tout ce qu'on nomme, par exemple un arbre, on l'appelle un arbre pour faciliter les choses. Mais du coup, notre langage fait plus que nommer des choses et plus que notre manière de nous exprimer. C'est vraiment notre outil pour penser. Enfin, c'est notre outil pour parler, mais plus que ça, notre outil pour penser. Et du coup, notre langage, peu importe si c'est fait consciemment, si c'est une histoire de vieille culture, si on peut l'expliquer ou non, ça induit des choses et des effets dans notre manière de penser. Et du coup, le film parle de ça, de voir un peu, par exemple, il y a une traduction
qui est différente chez les Anglais. Ouais. Et chez les Chinois, elle est beaucoup plus agressive. Du coup, les Chinois vont il faudrait peut-être donner un petit. Non, ils l'ont vu. Enfin, disons que pour reprendre ce que tu as dit et peut-être sortir un peu du film, en effet, il y a tout cet aspect du champ lexical et puis du sens qu'on met derrière les mots. Tu vois, c'est le premier exemple hyper intéressant qu'il y a dans le film, c'est donc tu as l'espèce de prof qui parle du mot guerre. Et elle demande, tiens, pour tester ce prof, demande-lui que veut dire le mot guerre en sanskrit, tu vois. Et donc le prof qui est en mode impro, il me pose une question. Le mot guerre, ça veut dire dispute, tu vois. Et en fait, le mot guerre en sanskrit, ça veut dire un désir pour plus de vaches. Tu vois, parce que bon, la vache est quand même sacrée dans tout ce qui est hindouisme. Du coup, si tu as un désir de vache, c'est genre ça va d'office amener vers une guerre. Et donc ça, c'est leur conception de la guerre, tu vois. Et donc tu te rends compte que ok, là où on parle peut-être du même truc qui est se bagarrer ou je sais pas trop quoi, tu vois. Bah en fait, le mot littéral, tu vois, littéral dans sa conception, c'est juste un désir de plus de vache. Et le concept derrière ou l'essence derrière, ouais, c'est le combat et se rentrer et c'est se prendre la tête, quoi, tu vois. Et donc par rapport à ça, je voulais parler aussi du champ lexical. Bon, là c'est autre chose pour le coup. C'est que, ok, si par exemple tu vois un arbre, si tu es quelqu'un qui... Si par exemple, et là pour le coup le livre 1984 en parle un peu, c'est que si pour le coup les mots que tu utilises pour décrire un arbre sont que négatifs par exemple, genre ça prend de la place ou quoi que ce soit, et donc même dans ton champ lexical, dans l'utilisation des mots, tu vas voir l'arbre d'une autre façon. Typiquement, une frappe chirurgicale, c'est autre chose qu'un bombardement, tu vois. Et donc si tu te dis, ah oui, on fait une frappe chirurgicale, bah ça coûte, tu vois, t'as l'impression dans ta tête que c'est de la chirurgie, que c'est précis, que presque que ça soigne en fait, tu vois. Et donc purement dans ton champ lexical et donc ta pensée, en fait, ça a complètement un effet sur comment tu vas voir une certaine situation, quoi, tu vois. Et voilà, c'était juste pour exemplifier. Et ce que là, tu disais. on peut encore approfondir parce Vas-y. que si on regarde notre ami William James, un super philosophe très intéressant dont la doctrine est le pragmatisme. Et pour résumer, c'est tout ce que vous devez savoir si vous voulez comprendre ce que je vais dire, c'est que selon le pragmatisme, toute idée a une valeur réelle. Toute idée a une substantialité, quelque chose de concret. Parce que justement, si on revient à ce qu'on disait avec le fait que l'arbre, le mot, on l'utilise pour penser, et du coup, de cette manière-là, on va décrire notre réalité et on va penser de cette façon-là. C'est en fait une sorte d'engrenage qui nous permet de penser. Si jamais ce mot-là, cette idée d'arbre, on la pense, etc., elle va devenir réelle parce on utilise ce cadre de référence pour parler de notre réalité, et du coup elle va devenir réelle, elle va se substantifier, elle va prendre une essence, vraiment une réalité. Donc parler d'un arbre, avoir juste une idée, même une idée de licorne, ça c'est peut-être un peu compliqué, je me suis un peu mis dans la merde en parlant de licorne. Ouais. Bah, disons que moi j'aime bien, et c'est marrant parce que c'est une des notes que j'ai mis ici, c'est la différence entre le mot et l'essence. Et je crois qu'on se rejoint un peu. Toi, tu as utilisé le mot concret parce que pour le coup, on fait attention à nos mots. Hein. C'est un épisode sur le langage quand même. Là, on est tenu, on est tenu. Alors, on va faire un effort. Enfin, en tout cas, moi, je vais faire un effort parce que je suis une merde là-dedans. Mais donc, ouais, c'est cette espèce. Bon, regarde, il y a une bouteille ici d'eau devant moi. Ok. Toi, tu peux dire bouteille, on peut dire contenant d'eau, on peut dire ah non, c'est du plastique, ouais, on peut dire. Et donc la personne qui va voir une bouteille en plastique, elle se dit plastique parce qu'elle a connoté ça. Donc l'essence du plastique, elle connote ça par exemple à l'environnement, elle va voir ça comme négatif ou quoi que ce soit. Et donc en effet, il y a l'aspect derrière, tu vois. Par exemple, le mot amour, ça c'est l'exemple ou le mot bien. Ah ouais, prenons vraiment le meilleur. Derrière le mot bien, est-ce que c'est bien de travailler dur ou est-ce que c'est bien de se relâcher, tu vois. Bon, la personne qui a la valeur de oui, il faut être calme dans la vie, il faut la paix et tout ça, elle va répondre oui. Là où la personne qui est ambitieuse et qui veut travailler, qui veut accomplir, elle va peut-être pas, elle va avoir une autre conception du mot bien. Et donc là, c'est clairement l'exemple de, on a le mot qui est le mot bien, mais parce que derrière, il y a des essences différentes, et vu que le mot est un peu tellement
c'est pas qu'il est vague, mais comment on dirait, il peut contenir tellement de choses, tellement de substances ou de concret ou de, je sais plus c'est quoi le mot que j'ai utilisé, ou d'essences différentes, tu vois. Bah, du coup, il porte à interprétation complètement ce mot bien, quoi. Je sais pas si ça rajoute à quelque chose à ce que tu disais, ou si c'est ça que William James veut dire ou à ce niveau-là. Ben, alors, j'ai lu aucun de ses livres. Hein. J'ai un résumé de sa doctrine et je trouve son idée assez intéressante. Alors, je sais pas comment ça s'applique pour l'idée de bien. Mais non, je pense que ça peut s'appliquer. Je pense que l'idée principale, c'est que bon, il faut savoir qu'à partir de Nietzsche et puis William James et tout ça, il y a l'idée de subjectivisme. On passe d'une réalité objective que les philosophes recherchent à une réalité subjective qu'on perçoit seulement par nos sens. On se rend compte en fait que la seule réalité que l'homme pourra percevoir, c'est celle qui arrive par ses sens. Et du coup, il y a vraiment toute une réflexion là-dessus. On se dit, ah ben là, on pensait à un monde objectif, mais s'il existe, on ne peut pas l'atteindre. Donc on va devoir travailler seulement avec ce qu'on a, notre pensée subjective. Et alors là, c'est l'idée de subjectivisme, notre réalité est traduite par nos organes sensoriels. Et du coup, il y a cette idée, le pragmatisme, qui dit, une fois qu'on a une idée, donc un peu, on va dire, pour changer le mot idée, une sorte de cadre de référence, et qui va nous permettre de traiter la réalité, qu'on va utiliser pour penser. Il va prendre une réalité, et en fait, il n'y a plus... C'est pas parce que je pense à une licorne et qu'il n'y a pas vraiment de licorne là dehors qui se balade que elle n'est pas réelle. En fait, vu que c'est moi qui, on va dire, pourrait projeter cette réalité, c'est moi qui la reçois, en la traduisant, en l'interprétant, en mettant des mots dessus, eh ben en fait, tous ces mots que j'utilise deviennent réels parce qu'ils font partie de ma réalité. C'est un peu ça l'idée. Et je pense que donc pour l'idée de bien, ça fonctionne aussi parce qu'alors t'as juste deux biens différents en fonction de deux personnes différentes. Un bien, le bien du relâchement et le bien du travail ambitieux. Quand tu disais tout ça, ça m'a fait penser à une phrase de PNL qui est la carte n'est pas le territoire. Et je sais pas si tu vois ce que ça veut. Enfin, je vais essayer d'expliquer vite fait. C'est le fait que on peut avoir une carte ici de Bruxelles, tu vois, juste en face de nous, mais la carte, le truc en papier, ce n'est pas Bruxelles. Ouais. C'est une représentation de Bruxelles. Ceci n'est pas une pipe. Exactement. Et donc, d'une certaine façon, en effet, les mots, on croit que nos mots, ils ont quelque chose de substance qui représente la réalité. Mais d'une certaine façon, et j'ai l'impression que la subjectivité de ce que tu parlais, ça parle de ça, c'est que non, en fait, ça représente ta carte de la réalité ou comment toi tu l'aperçois, en fait, d'une certaine façon. Ouais. Bah parce que pour encore parler de philosophie, il y a eu un débat entre nominaliste et naturaliste. Je vais m'expliquer. À l'aise, parce que je faisais un regard, tu vois, en mode what the fuck, où est-ce qu'il va. Donc comme ça, vous êtes avec nous et vous voyez les regards bizarres que je fais. C'était très étrange, j'étais terriblement perturbé, je vais m'expliquer tout de suite. Alors, en fait, il y en a qui pensent que, donc les nominalistes, qui pensent que on donne un mot aux choses et c'est une convention, on l'apprend, et les naturalistes, qui disent que le mot, en fait, correspond à la réalité de la chose. Et maintenant, on va dire que tout le monde est nominaliste parce qu'on s'est rendu compte que quand on dit rose, le son par convention nous évoque la rose, mais c'est un peu pour ça qu'un chinois comprendra pas le mot rose. Et même les onomatopées, par exemple, pour cocorico en anglais, je pense que c'est cocolado ou un truc hyper étrange comme ça. Et donc en fait tout ça c'est juste des conventions, et maintenant on pourrait dire que tout le monde est nominaliste et que c'est juste en fait le langage qui s'est étoffé de siècle en siècle. Et je me suis perdu dans le film. Mais il y avait nominaliste et puis tu avais opposé ça à une autre idée, mais je sais pas. Naturaliste. Et oui, c'est naturaliste, c'est quoi du coup? Mais les naturalistes, c'est ceux qui pensent que que l'objet, que le mot correspond à la réalité de la chose. Qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Alors que les nominalistes pensent que c'est une convention. Et en fait, je pense que maintenant, à peu près tout le monde est nominaliste. Parce qu'on a abandonné cette idée. Il y a vraiment eu ce truc. Qu'il y a des mots sacrés qui représentent la réalité ou quoi que ce soit. C'est ça. Maintenant, on a abandonné ça et tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que c'est des conventions. Ouais. Alors, c'est cool parce que ça me permet de revenir à un des aspects du film. C'est que, en fait, les aliens, tu vois, leur écriture qu'ils proposent, et ça, c'est une idée qui m'a fait mind blown, tu vois, genre, c'est qu'en fait, cette écriture, elle ne représente pas le son de la langue des aliens,
mais elle représente le sens des choses. Bon, alors, est-ce que c'est possible de représenter la réalité, le sens des choses? Ça, c'est toute une question. Et en effet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque, et tu l'as un peu évoqué, c'est que c'est les nominalistes, du coup, c'est genre en mode, tu utilises juste un espèce de son, tu vois, pour dire, ah, ce son, ça équivaut à ce truc-là. Alors que ce serait, et donc le film dit, eux en fait l'innovation que ces aliens amènent, c'est pouvoir directement décrire ce truc-là sans passer par tu vois, les mots, tu vois. Et Mais d'ailleurs, moi, je l'ai pas compris dans le film. Tu pourrais le réexpliquer? alors, réexpliquez quoi exactement? Mais comment est-ce que tu as vu que leur écriture donne directement le sens sans passer par une convention? Alors, à un moment, il explique donc tu as l'espèce de scientifique qui explique ça. C'est genre, ok, donc il explique ce qu'on a capté dans leur langue, c'est qu'en fait l'espèce de truc rond là, ça ne représente pas les sons qu'ils utilisent pour communiquer. Tu vois. Ça représente en fait le sens de ce qu'ils veulent communiquer. Tu vois. Et donc même à la fin, quand elle parle, tout à coup, elle parle aux aliens et qu'elle est avec eux dans cette espèce de vaisseau, tu vois, elle touche cette espèce d'encre spéciale et elle dit les mots. Et je sais pas, en touchant cette encre, tout à coup, l'encre devient exactement ce qu'elle veut dire en fait. Et c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est ça qui est tellement intéressant, c'est que cette langue ou en tout cas cette écriture que eux offrent alors aux humains, c'est que c'est soi-disant une écriture qui justement confie directement le sens de ce que la personne veut dire, sans passer par le son, sans passer par de l'écriture bizarre, sans passer par tout ça. C'est qu'en fait on échange directement le sens de nos paroles, tu vois. Et du coup on évite plein de pièges de communication du oui, mais est-ce que tu as voulu dire ça? Oui, mais toi, tu as voulu dire ça. Est-ce que quand tu as dit arbre, est-ce que tu as voulu dire ça? Ou quand tu as dit bien, tu voulais dire ça? C'est que tu n'as plus besoin de clarifier les propos, en fait. Et justement, un des grands aspects, un des grands concepts de ce film-là, c'est qu'en fait, tu as 12 endroits différents sur la planète Terre où ces aliens, ils habitent, où ils arrivent. Et donc, chez les Chinois, tu en as. En Angleterre, tu en as. Eux, ils sont aux États-Unis. Tu en as en Afrique et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Et pour le coup, chacun de ces différents pays et de ces différentes langues a une autre conception de comment approcher la langue. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, la construction de la langue. Tu me rappelles ça après. Et c'est que oui, pour le coup, c'est que c'est que la même phrase, donc ils ont tous posé la question aux aliens, quelle est votre raison pour venir ici, nous rencontrer? Et alors, les Américains, ils disent offrir armes. Les Chinois, eux, ils ont traduit utiliser armes. Et donc juste pour montrer la différence, c'est que juste pour le mot offrir, il y en a un qui ont vu le mot offrir, il y en a d'autres qui ont vu le mot utiliser en fait. Et donc l'héroïne, c'est la première qui comprend vraiment la langue et tout ça à ce niveau-là. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant on peut parler de ce qui lui arrive quand elle comprend la langue. On rentre direct là-dedans? Avant, j'aimerais bien parler d'un autre truc. Ça va. Ok. Les structures des langues. Alors moi il y en a 3 que je parle couramment, français, néerlandais, anglais. Qui sont des langues indo-européennes en fait. Et à côté de ça, j'ai étudié aussi le swahili et le turc. Ce qui était très intéressant pour moi en étudiant ces autres langues qui viennent d'autre part, c'est que tu te rends compte qu'ils ont une autre approche de comment communiquer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, et c'est par exemple très, très, très clair dans le turc, c'est que nous, en fait, on essaie de définir chaque petite chose de manière précise. Je vais peut-être utiliser le chinois comme exemple, c'est plus simple. Là où, par exemple, un exemple concret, le verbe avoir. Ici, dans nos langues, ça existe, dans les langues indo-européennes, ça existe complètement. Ce qui est très intéressant au swahili, c'est que le mot avoir n'existe pas. Donc, quand eux, ils utilisent le verbe avoir, ils disent je vais mettre un peu de musique, je vais mettre le mot peur. Non, pas peur, je vais mettre western. Et c'est qu'eux, en fait, c'est être avec. Donc, je n'ai pas un bic, je suis avec un bic. Tu vois? Donc, en fait, ce qui est codé dans leur langue, c'est qu'on ne peut pas posséder quelque chose et rien n'est à quelqu'un. Tu vois? C'est plus tu es avec quelque chose. Et donc, ça crée aussi une autre... La propriété, c'est du vol. Il y a de ça, et justement, j'allais arriver à ça, c'est qu'en effet, ça crée un truc de communauté plus en mode, ok, c'est tout à fait normal dans la conception de certaines personnes. Ah tiens, cette personne a une voiture il y a une voiture qui est là.
vu que rien n'est à personne, bah, je peux tout à fait l'apprendre, vu que, tu vois, et l'utiliser pour moi à mes propres fins, tu vois. C'est genre, tu vois, le vol et la propriété, ils ont une conception complètement différente à ce niveau-là, quoi. Juste parce que dans leur langue, en fait, dans leur code de leur langue, tu te rends compte que, ah ouais, ça, c'est pas possible. Et par exemple, un autre exemple en turc, c'est qu'ils mettent le verbe à la fin, et ils n'ont pas vraiment d'ordre au niveau des mots, tu vois. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, le verbe est toujours à la fin, mais si par exemple, je dis... je vais manger une glace à la kermesse. Pour eux, c'est tout à fait logique de dire glace, kermesse, manger. Okay. Tu vois. Ou bien kermesse, glace, je vais manger. Tu vois. Dans le sens où, et pour eux, alors, ce que tu mets en premier, en fait, c'est l'info la plus importante. Tu vois. Glace, tu vois. Ou bien non, kermesse. Glace, je vais manger. Tu vois. Et donc, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, à la kermesse, il n'y a pas ça, tu vois. Ce qu'eux, ils font, c'est ils mettent juste kermesse, locatif, tu vois. Et puis, il y a un mot locatif jusqu'après, quoi, tu vois. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils n'ont pas du tout de mots de lien. Enfin, ils ont très peu de mots de lien. Ils en ont quand même, mais ils ont très peu de mots de lien et ils utilisent des espèces d'accrochages qu'ils mettent après leur mot pour ajouter une information sur ce mot-là par rapport à son rôle dans la phrase, tu vois. Et donc, tu peux changer l'ordre complètement et créer des phrases. Ça le rend plus facile à apprendre, alors, ou même pas? Bah, c'est-à-dire qu'il faut complètement sortir de ta conception indo-européenne. Ouais, donc on revient au sujet du film qui est, ouais, tu dois en fait approcher le langage complètement différemment, quoi, tu vois. Et ouais, moi j'ai trouvé ça plus logique dans le sens où tu te concentres sur les infos que tu veux passer et que tu te concentres ensuite sur, ok, quel est le rôle de cette info par rapport dans la phrase. D'une certaine façon, c'est plus facile. Mais en même temps, je suis habitué au français, donc il y a ce truc, cette conception est complètement différente, tu vois. Ensuite, quand tu penses par exemple aux Chinois, je maîtrise pas le mandarin, mais qui eux, ils ont des langues. Moi non plus. Voilà. Où par exemple, le mot pour crise et le cliché classique, le mot crise et opportunité, c'est le même mot, tu vois, en mandarin. Ah, okay. Mais en fait, le délire, c'est que eux, ce mot-là, ils le voient pas comme crise ou opportunité, non, ils le voient un état énergique ou un état où tout est en instabilité, un état vacillant où tout peut arriver et où justement une action est requise, en fait, tu vois. Eux, ils le voient vraiment comme ça, un point de vue très presque taoïste, en mode c'est ni bien ni mal, c'est juste un état comme ça. Ça rejoint ce qu'on disait sur la manière dont la langue, notre outil de pensée, se projette sur le monde et donc crée notre réalité au final. Et donc de voir ça peut expliquer le taoïsme et toute cette mentalité chinoise. Bon, je vais pas dire plus. Ouais, non, mais écoute, tu peux dire n'importe quoi et puis. Ouais, c'est vrai, personne nous écoute de toute façon. C'est ça. Non, bisous, maman. Non, il y a quand même. Je sais pas, on a eu 20 vues dans la dernière vidéo. Waouh. Donc c'est pas mal. Je vais devoir arrêter de dire des conneries, c'est terrible. Non, je crois qu'ils aiment bien quand tu dis des conneries. Okay. Ou bien c'est peut-être moi qui aime bien quand je dis des conneries. Au pire, on se censure pas et on continue à faire ce qu'on aime. C'est ça, clairement. On y va ou quoi? Alors, l'idée principale de ce film, c'est que l'écriture donc qui partage aux humains, c'est que c'est une écriture non linéaire. C'est-à-dire, c'est un vieux cercle qui se fait en un coup, où toutes les informations sont mises, mais de manière non linéaire. Oui, ça fait donc ça ressemble à un cercle et alors parfois il est plus large et moins large et il y a des sortes de, ça ressemble à une tache d'encre de Chine en fait. Oui, clairement. Oui, avec rien au centre. Et donc pour le coup, ce qui se passe en fait avec la meuf, c'est que donc c'est une conception complètement différente des humains qui eux pensent linéairement, tu vois. Et parce que oui, ici c'est pas linéaire, c'est toute l'info en coup. Et en fait, ce qui se passe avec l'héroïne, c'est que pour le coup, au fur et à mesure qu'elle comprend de plus en plus la langue, elle commence de plus en plus à avoir des visions comme ça un peu bizarres qu'elle comprend pas trop, qui sont en fait des visions du futur, tu vois. Et au point où même à un moment, c'est genre, elle voit le futur lui donne une info qu'elle a besoin dans le présent. C'était un peu. Piqué. Ouais, c'est bien le plus beau Deus Ex Machina que j'ai vu de ma vie. Ça, je dois dire. C'était quel tour de force Ah bah ouais, elle voit le futur, donc elle savait exactement comment régler la situation. Mais alors, du coup, ça rejoint ce qu'on disait avec le fait que une fois qu'elle a un nouvel outil de pensée qui est plus linéaire, qui va dans
dans les deux sens, qui peut aller vers le passé ou le futur, alors elle peut accéder. Du coup, sa réalité se change. Du coup, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on se dit. Une fois qu'elle pense plus de façon linéaire et qu'elle peut aller vers l'avant, vers l'arrière ou n'importe comment, eh ben alors elle est plus bloquée dans cette ligne du temps. Elle peut aller en arrière, revenir. Enfin, elle fait des tours, quoi. Elle s'amuse. Si vous voulez jouer à ce jeu avec elle, l'exemple qu'ils prennent dans le film, c'est imaginez que vous écrivez une phrase, mais que vous écrivez le début de la phrase avec votre main gauche et que vous écrivez la fin de la phrase avec votre main droite, et que donc votre main droite elle écrit vers la gauche et que votre main gauche elle écrit vers la droite, et que vous le fassiez en même temps et que vous arriviez pour se dire, donc tu pensais en même temps en avant en arrière, mais en même temps en arrière en avant, et pas juste en arrière mais en même temps, en fait penser au milieu et le tout en même temps, donc penser son idée complète dès le début et pas juste de manière linéaire. En fait c'est un peu comme ça qu'il expliquait, et c'est vrai que c'est quelque chose fondamentalement, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à penser comme ça, tu vois? J'ai l'impression que c'est assez propre à l'être humain. C'est un peu son cadre de référence, mais si je peux encore parler d'un philosophe. Allez, vas-y, on est qu'à deux, donc c'est un peu plus loose. Il y a personne pour lever les yeux au ciel, c'est bon. C'est ça, quoi. Mais alors, ce serait bon. Je sais que Heidegger a parlé d'un truc un peu comme ça, mais je connais pas bien. Mais je sais qu'il a parlé du fait que l'homme se définit avant tout par sa condition de mortel, et du coup que ça, en fait, c'est sa mort le point final. Et du coup que on pourrait voir comme les sciences le font avec une sorte de linéarité, notre début et notre fin, mais lui il nous dit que il y a notre fin qui arrive et que là-dedans finalement on sait qu'elle arrive cette fin, pas besoin d'y aller de façon linéaire, on peut faire n'importe quoi et ça filmerait en tant qu'être. Je pense que j'ai dit à peu près n'importe quoi sur celui-là parce que je me rends compte que j'ai très mal retenu à ce niveau-là. Mais l'autre philosophe dont je voulais parler à la base, c'est Bergson. Et lui, en fait, il a un grand constat, c'est que nulle part on parle du temps correctement. Par exemple, dans les sciences, quand on parle de temps, en fait, on parle d'espace. Parce que... ouais, c'est le changement de l'espace par rapport au temps. Enfin, vas-y, pardon. Donc, en fait, lui, ce qu'il constate, c'est que dans toutes les sciences, on ne parle pas de temps, on parle d'espace. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Et donc, regardez, vous avez une ligne, et ensuite sur cette ligne, on la sépare en petits. Enfin, c'est comme ça qu'on décrit le temps. On dit, vous avez un une mobile seconde, qui passe. Une Ouais, heure, c'est ça. en fait, et c'est l'équivalent. Et donc, tu t'imagines 60 secondes, tu t'imagines 60 petites barrettes, en fait, qui séparent. Ouais. Voilà. Et alors, ce qu'il dit, c'est que l'univers pourrait accélérer infiniment en un coup et puis ralentir directement après. La science s'en serait pas rendu compte parce que l'échelle, en fait, ne parle pas de temps. Et lui, il parle de durée réelle. Et en fait, il dit qu'on ne peut pas réellement en parler. C'est quelque chose de très instinctif. Que nous, en tant que vivants, on sent instinctivement le temps qui passe. Mais mettre des mots dessus serait impossible. Enfin, qu'est-ce que tu dirais, toi? Tu dirais, je suis là. Puis, je suis encore là, mais pas de la même manière. Enfin, tu vois, c'est très compliqué à dire. Disons, enfin... La première image qui m'est venue à l'esprit, c'est un vieux chaman qui tout à coup voit le cycle ciel, jour, nuit, tu vois. Ah oui. Et donc moi, pour répondre à ta question, comment moi je vois le temps, l'image qui m'est venue, c'est ça, c'est quelque part, quand on a commencé, je crois, mais même ensuite, je n'étais pas là dans le passé, c'est que je me dis que ça a commencé par des cycles. Oui, donc le premier cycle, jour-nuit, le plus facile à observer, tu vois. Et puis peut-être il y a eu, je sais pas moi, les saisons, tu vois. Et puis après ça, on s'est rendu compte, donc les saisons, c'est une année, hein, tu vois, dès que tu as fait les 4 tours autour de la Terre. Puis sur base de ça, on s'est dit, tiens, mais ces 4 saisons, ce serait peut-être intéressant de les subdiviser, tu vois. Et puis on s'est dit, chaque saison, on peut les diviser peut-être par 3 mois. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y en a qui vont utiliser le soleil pour subdiviser le cycle. T'en as qui vont utiliser la lune, tu vois, avec les calendriers lunaires et tout ça. Je crois que nos amis musulmans l'utilisent d'ailleurs. Et donc c'est à ça que oui, on croit que c'est linéaire, mais en fait j'ai l'impression que quand nous on subdivise le temps et qu'on essaie de trouver l'unité du temps, en fait justement on se base du cycle à ce niveau-là. Oui. Le cercle des aliens d'ailleurs. Mind blown. Mon Dieu.
Ouais, donc, non, mais pour le coup, ouais, j'aimerais bien faire le lien avec le film. C'est qu'en effet, donc, en fait, leur écriture, c'est vraiment une sorte de cercle où toutes les infos sont là d'un coup. Et donc, ouais, est-ce que se libérer du temps alors ou de la linéarité, ce serait voir tout le cycle d'un coup et pas juste la séquence d'événements ou bien l'ordre des événements, je sais pas. En gros, ce que Bergson dit, c'est que le temps des sciences est une linéarité. Et lui, la durée, donc quand il parle de durée, c'est plus du sentiment intime et inexplicable que tout être vivant a. C'est quelque chose qui est plus du tout linéaire et en fait, où il n'y a plus de notion de passé et de futur comme dans les sciences. C'est vraiment, en fait, ton passé se rejoue en toi à chaque moment parce que pour agir, on va dire, sur ton futur, eh ben, il y a ta mémoire qui rentre en jeu. Tu sais que là, tu as un serpent devant toi, tu sais dans tes souvenirs que tu as vu Bear Grylls, c'est que soit tu es hyper fort et tu l'attrapes à main nue, soit tu cours dans l'autre sens. Et là, en fait, c'est pas ton passé qui reste là sur une petite ligne et qui est présent et qu'on pourrait les retrouver comme dans tous les trucs de science-fiction. Ton passé est plus là, ton passé reste seulement en toi et se rejoue à tout moment. Et voilà, c'est ça, c'est ta mémoire. Et le futur, en fait, c'est toutes les inclinaisons induites par ta mémoire. Tu sais que le futur qui va arriver là n'existe pas non plus. En fait, il n'y a que ton présent. Et le passé, le futur, c'est quelque chose en toi. C'est des concepts qui remet en toi parce qu'il dit allez hop, on s'en fiche. Et en fait, le passé, donc, c'est ta mémoire. Et le futur, c'est les inclinaisons données par ta mémoire. Tu sais, soit tu vas prendre le cobra, soit tu vas courir. Tu connais Eckhart Tolle? Eckhart Tolle. C'est un vieux allemand. Bah, il est un peu dans la même veine. Attendez, hein, je montre juste un. Il est un peu dans la même veine que ce type-là, hein, Jiddu Krishnamurti et Freedom from the Known. Sauf que lui, son livre qui est ultra connu, c'est Le pouvoir du moment présent. Et bon, oui, ma cousine me l'a offert aussi. Sérieux? Ouais, tu l'as lu ou Non, mais je parce fais qu'elle pas est confiance hippie, à je fais pas confiance à ma cousine. Il fait pas confiance à ses tu me le conseilles parce qu'il est dans un petit carton chez moi. Alors, je vais un peu essayer d'expliquer de quoi il parle. Mais donc, pour revenir à Bergson et ce que tu disais, c'est que lui, justement, il parle de apprendre à se reconnecter avec le moment présent. Okay. Et du coup, en fait, se libérer des carcans de ton passé et de ta souffrance et de comment, en fait, tu fonctionnes par des anciennes mémoires qui ne sont peut-être absolument pas d'actualité. Et apprendre à vivre dans ce moment présent et à vivre et à se rendre compte que c'est ça la seule réalité. Et qu'en fait, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Et donc, en fait, le futur, quand on s'imagine le futur, en fait, c'est des espèces de variations du passé. Tu vois, c'est pas vrai, tu sais pas c'est quoi le futur, mais tu utilises le passé pour faire une sorte de vision sur le futur. Et donc ce que lui un peu il argumente et qui parle un peu dans son livre, bon lui il prend une approche très mystique et qu'à un moment il a juste abandonné de penser et abandonné de... Enfin c'est pas qu'il a abandonné, il était en mode dépression et puis à un moment il a eu un breakdown du cerveau, un burn-out du cerveau et que ouais ce qui s'est passé c'est que, bon je sais pas si tu appelles ça illumination ou réalisation, mais qu'il a atteint cet état où il n'était plus dans le passé et dans le futur, il était juste dans le moment et qu'il était dans une... Et donc là, pour le coup, on est clairement dans du bien-être, mais qu'il était dans une paix intérieure profonde parce qu'il était libéré, pour le coup, de ces trucs-là qui le tourmentaient, en fait. Parce qu'il était constamment dans sa mémoire et tout ça. Et donc, du coup, après être sorti de ça, il a pu à nouveau apprécier la feuille qui tombait d'un arbre, apprécier la chanson des voitures qui passaient autour de lui et juste pouvoir les vivre comme ils sont dans cet instant présent. La voix de François qui commence à changer et à devenir tellement plus hypnotique et tellement belle. Et c'est marrant que la musique arrête à ce moment-là. Je vais mettre ça, titre. Et voilà, ça c'est un peu... Donc c'est intéressant d'un point de vue expérimentation personnelle. Parce que je crois que le fait de lire ce livre, et tout comme Jiddu Krishnamurti, Liberté du savoir, disons que Liberté du savoir de Krishnamurti, enfin Liberté du connaissance. Du connu, ouais, voilà. C'est que j'ai trouvé que c'est une manière rationnelle, parce que lui, il joue vraiment sur le rationnel, justement de te libérer en fait de ton passé, de juste d'être là, présent à ce moment-là. Là où j'avais l'impression qu'Eckhart Tolle, lui, proposait peut-être plus des exercices, tu vois, de se connecter avec la respiration et ce genre de trucs comme ça. Ouais, je pense que ça me parlerait plus un truc plus rationnel. Plus rationnel. Jiddu, Krishnamurti. Ensuite, il parle de la même chose, hein, c'est-à-dire accepter les choses comme elles sont maintenant sans voir le... Ah oui, pardon. Sans aller dans le passé et sans trop réfléchir. Donc Ulysse est le gars qui est le maître de cérémonie qui me dit de m'accrocher du micro. Ça fait toujours plaisir. C'est moi qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est ça. C'est lui le maître des chroniques inutiles. Voilà. Comment rebondir de là? Alors. On avait des notes.
Ouais. Et justement, une des notes que j'ai prises, c'est le danger des analogies. Parce que ce qui se passe à un moment dans le film, c'est que donc ici, donc l'approche de l'américaine, donc qui apprend la langue des aliens, c'est on va utiliser l'écriture et petit à petit, on va introduire des mots et du vocabulaire et tout ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les Chinois, eux, ils ont utilisé le jeu du mahjong, qui est un jeu un jeu de mahjong, quoi. Et donc, via le mahjong, ils introduisent des concepts genre la rivalité, l'amitié, être allié ou quoi que ce soit. Et un des exemples intéressants de quoi il parlait, c'est l'exemple qu'elle prend, c'est le concept des échecs. Imagine, tu apprends la vie à quelqu'un en utilisant l'analogie des échecs, du jeu d'échecs. Du coup, la personne, elle va rentrer dans un cadre de mentalité, un cadre pensée qui est il faut gagner, il faut stratégiser, il y a un ennemi qu'il faut détruire, il y a des avantages, des pas avantages. La logique au-dessus de tout, parce que tu as l'information parfaite et donc tu sais faire tous tes mouvements. Et donc pourquoi j'ai écrit danger des analogies, c'est que oui, mais on revient un peu à ce qu'on disait, selon tes conceptions du monde, bah du coup, ouais, même le langage ou la traduction du langage ou la manière dont tu traduis ce que les autres vont dire, bah, tu vas l'avoir complètement différemment. Je crois que... Ouais, enfin voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? T'as très bien dit ça, je dois t'avouer, Merci. François. Ça Là, fait trop plaisir. parce que tous les mots qui sont sortis de ta bouche, ça m'a évoqué plein de choses. C'est Oh, waouh. merci. Oh là là. J'aime bien qu'on me suce la bite. Au figuré. Hein. Au figuré, bien Oui, sûr. non, Mais mais bien sûr, on avec fait des- des analogies. On qu'avec fait des analogies. Oui, voilà, qu'avec des mots, hein, on vous rassure, il se passe rien de louche. Bon, Ouais. moi je suis C'est pour ça qu'il n'y a pas de moi je suis caméra. en quoi. slip, mais c'est parce qu'il fait chaud. Je vous Ouais. rassure. T'es vraiment en slip? Non, je suis pas en slip. Hein. Mais c'était pour la blague, c'est bien. Ah oui, zut. Ah, mais j'ai gâché la blague. Mais non, non. En fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant c'est méta, tu vois. Donc c'est genre, j'ai Ah fait une ouais. blague, mais en fait, je l'ai pas fait. Du coup, ils savent pas si je suis en slip ou pas, tu vois. Ah ouais, et si ça se trouve, moi aussi, je suis en slip. Peut-être. Ou peut-être même plus. Exactement. Imaginez-vous avec nos voix tout à fait romantiques comme ça. Waouh. Deux gars en slip qui se regardent intensément dans les yeux pendant qu'ils parlent du langage et de le fait de l'abandonner et d'être dans l'instant présent. tu vois. Langue. Oh. La langue. Mais donc voilà, un peu de sérieux ou pas. Ouais, mais là, justement, c'est intéressant parce que tu vois, vu qu'ils n'ont pas les images et qu'ils entendent que Exactement. nos voix, tout ce qu'on a dit là, ils ont vraiment dû s'imaginer genre deux types en slip, peut-être moins, qui étaient en train de se regarder intensément et peut-être qu'ils se disent, une fois qu'on va éteindre les micros, que se passera-t-il, tu vois, qui sait? Ouais. Tu vois, genre là, si je leur dis, genre, une girafe qui est habillée avec du Gucci. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais ils viennent tous de penser à une girafe qui a peut-être des lunettes Gucci. Et C'est- imagine que cette girafe, en fait, avec ses lunettes Gucci, elle essaye d'impressionner une autre girafe. La pouf, il se crée une histoire dans la tête où, Ouais, tu vois, il y a un but et quelque chose à et tu sais, réaliser. Tu il vois. peut pas le contrôler, tu vois. Il est là, il nous écoute, il se dit ouais, je vais apprendre des trucs et tout. Il paraissait bien cette émission. Et puis là, il entend des trucs et puis tout à coup, il a des images étranges de girafes Ouais. Gucci qui s'enculent. Et Gucci. puis quoi, des girafes qui s'enculent. Avec et des puis en mecs plus- en slip, tu vois. Waouh, Et, ouais. enfin, tu vois. Tu vois, et là, Moi, je voulais juste entendre une review d'Arrival, tu vois. Ah, c'est parce que t'auras ici, mon bougre. Ah non, c'est des chroniques inutiles. Non, mais ça aussi, c'est marrant. Tu as le pouvoir d'évocation que Ah, ça. mais Tu clairement. as, c'est fou. D'ailleurs, je viens de me rendre compte du pouvoir qu'on avait là maintenant. On peut faire, tous nos auditeurs, on peut leur faire penser ce qu'on veut, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, on a un pouvoir sans limite. Quittez avant que vous tombiez dans notre C'est emprise. ça. Allongez-vous maintenant dans votre siège et visualisez un petit oiseau. Vos Et puis- yeux sont lourds. Vos yeux sont lourds. Imaginez cet oiseau qui s'envole. Il voit le soleil. Et non, en fait, c'était une fenêtre. Et il se splotche dessus. Et il y a du sang partout sur cette Partout, vitre. partout. Et puis ça Partout. coule. Et puis en fait, c'était du jus de fraise et vous le buvez. Non, vous c'est le encore buvez. du sang. C'est du sang et du jus C'est de du fraise. sang oh à la mon jus de Dieu. fraise. Vous êtes un vampire, en fait. Un Vous vampire. mangez. En fait, Attention, du soleil, mais fermez les rideaux. rassurez-vous, c'est comme manger de la viande. C'est juste que c'est moins cuit Et plus savoureux. et plus savoureux. Tu vois le pouvoir d'évocation. Je me demande si ça a choqué quelques personnes, ce que je viens de Bah, dire. à mon avis, mais ce qui est aussi marrant, c'est qu'ils ont dû tous voir des choses différentes. Ouais, bah oui. Et ça je trouve ça C'était pas aussi. la même fenêtre, hein. C'était ouais. pas la même. Et ça prouve aussi la faiblesse de nos mots. C'est pas, on n'a Ouais. pas le sens directement. Mais en fait, regarde, si on fait un exercice de pensée, si on avait des mots qui donnaient le sens différemment, tu vois, il peut y avoir 1 milliard de pommes. Donc, est-ce que ce sens est encore le même, tu vois? Tu vois, il peut y avoir des pommes. Si tu dis, je mange une pomme. Même si tu arrives à le faire dans le langage le plus parfait possible. Bah, tu vois, le rêve des naturalistes, ceux Ouais, qui ouais. pensent qu'il y a un lien entre le langage et la réalité.
même si tu arrives à faire ça, il y a 1 milliard de pommes. Tu vois, Ouais. elles peuvent être petites, rouges, grandes. vertes, avec un Bah, verre dedans. En fait, c'est Cédric Migard qui fait des ateliers d'écriture. Il a fait une analogie que j'ai beaucoup aimée à ce niveau-là. Il parlait du cercle et du trou. Pas le pédophile. Hein. Exactement. C'est marrant, on a pensé à la même chose au même moment. Ah là là, encore les mots, l'évocation, tout ça, tout ça. Bon, allez, le vide et le cercle autour du vide. C'est-à-dire que l'expérience sensorielle, donc le réel, la substance, hein, et donc la pomme en question réelle, celle parmi les milliards de pommes, celle que tu veux décrire, ça c'est le vide, le sens du trou. Et en fait, tous les mots que tu utilises, en fait, c'est une sorte de cercle autour de ce vide qu'on ne peut pas toucher, mais qui du coup délimite cette expérience pour qu'on puisse quand même y attacher un tout petit peu. C'est-à-dire que la pomme, tu peux dire, bah déjà c'est une pomme rouge, petite, un peu vieille, avec un trou en dessous. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Avec quelques petits points un peu partout. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Pas très appétissant. Tu vois, en fait, chacun de ces mots ajoute une espèce d'information qui te permet d'avoir accès en fait à cette espèce de vraie expérience, à cette pomme-là. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais du coup, on peut conclure qu'il n'y aurait pas de langage absolu. Ça, c'est selon son analogie à lui. D'accord. Voilà. Ensuite, oui, moi, j'ai vraiment du mal. Je sais qu'il y a des gens, je crois que les Hébreux, que dans l'hébreu, la langue hébreu, ils ont certains mots qui sont soi-disant sacrés, qui eux touchent vraiment la vérité. Non, c'est pas une critique, c'est pas une critique anti-juif. Non, justement, je crois que eux c'est ça. Et d'ailleurs, même que tout ce qui est le mot Allah, par exemple, est sacré aussi. Que le simple fait de dire ces mots, ça évoque tout ce qui est. Alors oui, on peut se poser la question, le fait de dire le mot ou pas, est-ce que tu touches à cette vraie expérience tu vois, si moi je dis Allah, est-ce que je l'invoque vraiment, ou est-ce que pour le coup les personnes qui évoquent ce qu'ils s'imaginent avec ce mot-là, est-ce qu'ils touchent vraiment cette espèce de Dieu absolu qui contrôle tout, tu vois? C'est une question, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Faudrait qu'il existe pour ça. Mais on n'en sait rien. Mais non, mais ça c'est une bonne question, parce que est-ce qu'il faut y croire pour pouvoir y accéder, ou parce que alors oui, si moi je crois que l'amour c'est un truc vrai pour moi et que je connecte ça à une émotion, est-ce que pour le coup quand moi je parle de mon amour à toi, ou que j'utilise le mot amour, est-ce que toi tu vis le même que moi? Tu vois, c'est une question très profonde. Ça, je pense que non, et encore va falloir, à mon avis, si tu veux parler, et déjà à mon avis tu as plein d'amours différents. Mais parlons juste de l'amour des femmes, et là encore il y a plein d'amours différents. Tu n'as sans doute pas aimé toutes les femmes que tu as connues de la même manière. Mais pour revenir à Dieu, par exemple, je pense que si on revient sur William James, qu'il existe ou pas, une fois que tu y penses et que tu y crois vraiment, et que en fait, quand tu le penses, alors il pourrait devenir réel. Et alors il peut devenir réel dans le sens où il t'aide vraiment. Même si, en fait, de toute façon, c'est improbable de savoir s'il est là ou pas, mais juste le fait de le prier, de le penser, alors il est dans ta réalité, il est là, et alors il t'aide parce que il te donne certaines règles à suivre, un certain réconfort face à la mort, et du coup, finalement, il t'aide à vivre, et d'une certaine manière, il a des effets sur toi, ouais. et donc il a une réalité. Ouais. Et donc, mais c'est ça le truc qui est marrant avec les réalités virtuelles. Je crois que c'était un des premiers livres comme ça, mindfuck métaphysique, que j'ai lu. Le titre, c'est This book is not real. Ce livre n'est pas réel. Et donc il parle un peu de plein de sujets différents, mais un des trucs duquel il parlait, c'est justement ça. Si tu as un rêve où tu te fais tuer par un petit écureuil, par exemple, tu vois, bah tout à coup, la prochaine fois que tu vois un écureuil dans la rue, tu auras peut-être un peu peur, tu vois. Donc en fait, ce rêve qui est totalement fictif, bah, il a eu un effet sur toi de manière réelle. Et ouais, du coup, en fait, ça casse un peu les barrières entre la réalité et le virtuel d'une certaine façon, tu vois. Si moi je crois que le diable se trouve dans ce bic, tu vois, mais j'y crois foncièrement, tu vois. Bah du coup, ouais, moi je vais vivre comme si le diable était dans ce bic, et j'aurai la trouille de ce bic, et je vais jamais. Je montre un bic donc de mon ancienne boîte pour ceux qui se posent une question. Waouh, on dira pas le nom hein, parce que là il pourrait te causer des ennuis. Mon ancienne boîte m'a donné un bic et dedans il y avait le diable. Ah mon dieu, boycottez cette marque vite. Boycottez cette marque qui représente le diable. D'ailleurs, la première lettre de cette boîte est D. Ça, je dis rien. Devil, oh my god. Et oui, DEV. Putain, les 3 premières lettres de cette boîte, c'est DEV.
Tu donnes beaucoup d'infos là, Devil. François. Ouais, Ils vont le faire un procès, fais mais, gaffe. mais non, ils vont pas me faire un procès. Ils sont cool, j'espère. Moi, j'adore. Je vous adore Ouais. profondément. Moi aussi. Il y a aucune ironie. Non. moi, je vous connais pas trop, mais je suis sûr que vous êtes des chic types et tout. Pas de Franchement, soucis. j'avais un contrat avec vous et je suis content que vous l'avez cassé. Ok, on enchaîne. Papa. Ah oui, il y avait un autre aspect que je trouvais intéressant. Bon, là, c'est plus au niveau méthodologique et technique. Mais j'ai trouvé intéressant l'approche en fait communicative qu'il y avait dans ce film. C'est qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'il parle pendant une demi-heure avec ses aliens, et puis ils se cassent, et puis ils analysent. Tu vois, et ils prennent le temps d'analyser. Et je me suis dit, eh ben, on fait très rarement ça dans la communication. Essayer d'interagir avec la personne, prendre la pause. Qu'est-ce que la personne a voulu me dire quand elle a utilisé ces mots-là, tu vois, macérer là-dessus. Qu'est-ce que moi j'ai voulu dire? Qu'est-ce qui a fait chez moi que cette personne ait réagi de cette façon-là? Et puis revenir avec sa proposition et voir comment elle réagit. Et puis à nouveau partir 2 heures et réfléchir là-dessus. Et donc pour le coup ici c'était important parce que les aliens et les humains avaient des langues complètement différentes, des conceptions complètement différentes. Et voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Oh putain, je t'ai mis dedans. Attends, relance-moi rapidement. J'ai pensé. Ah non, c'était l'approche communicative. Oui. Parce que alors, mais je peux continuer dans Non, mon monologue. Vas-y. Ok. En fait, c'est parce que je suis retombé dessus, mais si t'as encore quelque chose à dire, je te reprendrai plus tard. Ouais, c'est qu'on est parfois trop impulsif dans notre communication et on a entendu que le début de la phrase et on croit déjà avoir compris ce que la personne veut dire alors qu'on sait pas. Mais vas-y. C'est vrai que là-dessus, en même temps, il faut dire que, là-dessus, évidemment, il fallait analyser, quoi, parce que des gros ronds, des langues de Chine, c'est dur de faire une discussion construite à propos d'un sujet complexe. Mais c'est vrai que dans la vie, on fait jamais ça, effectivement. Et ce serait étrange d'ailleurs, en fait. Hein. Mhm. Tu as de faire des pauses. Il peut y avoir ça par message. Hein. D'ailleurs, non, je pense que par message, ça peut se faire. Hein. Tu as tous les adolescents qui dragouillent comme ça. Ils passent des heures à interpréter les messages des meufs qui draguent, tu vois. Donc là-dessus, il y a ça. Mais c'est vrai qu'à l'oral, c'est pas naturel parce qu'il y a une sorte de continuité, il y a un flow. T'es pris dans une discussion, tu vois. Ce serait bizarre d'interrompre et de dire ok, je suis pas sûr de ce que t'as dit maintenant, je vais aller méditer là-dessus pendant 30 minutes. Vas-y, fais une petite sieste en attendant. Enfin, tu vois, c'est étrange. Ouais. Mais d'ailleurs, vas-y. Non, vas-y. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, un autre aspect que j'ai souligné, c'est clarifier l'intention. Parce que justement, quand tu communiques, quelque part, je sais pas, tu as une impulsion interne qui est de partager quelque chose ou une expérience du réel, hein, la pomme parmi le milliard, hein, l'intention de ce que tu veux communiquer. Et puis ensuite, il y a les mots qui sont des outils que tu dois utiliser pour communiquer cette intention, tu vois. Et ces mots, pour faire référence au trou vide là, hein, et le cercle autour du trou, ces mots, ils sont imparfaits pour décrire la vie réelle. Ça, je crois qu'on a plus ou moins établi, qu'on était plus ou moins d'accord. Du coup, et ce qui se passe du coup dans le film, c'est que ils essayent de dire des choses. Enfin, les aliens ont dit un truc. Et c'est genre, oulala, ok, ils ont dit ça comme ça, mais en même temps, est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça? Ça pourrait être interprété comme ça pourrait être interprété comme ça. Et donc, c'est parfois important de, ok, ça c'est pas clair pour moi, prendre la pause, pourquoi est-ce que c'est pas clair, et puis d'aller demander comment est-ce que tu clarifies ça. C'est un truc qu'on fait très peu souvent. On part du principe que la personne nous a compris parce qu'on a dit les choses correctement. Mais de notre point de vue, on l'a dit correctement. Je sais pas ce que ça t'inspire, si ça t'inspire quelque chose. Ça me fait penser à un philosophe qui s'appelait Wittgenstein. Et en fait, on dit qu'il y a 2 Wittgenstein. Il y a le premier Wittgenstein qui a écrit un livre qui est incompréhensible. J'ai essayé de le lire, c'était horrible. Enfin non, c'était intéressant, mais je mettais tellement de temps que je me suis dit, je lirai ça quand j'aurai du temps, genre quand je serai retraité ou malade, ou un autre moment, quoi. Et en fait, il y a 7 axiomes. Et le dernier, c'est ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Et en fait, c'est un peu une critique envers la métaphysique à la base, mais il l'élargit en fait à tous les domaines de notre vie. Tu vois, si tu sais pas parler d'un truc, eh ben ça vaut pas la peine. Enfin, arrête. De toute façon, tu peux pas. Et ensuite, il y a le second Wittgenstein qui va vraiment un peu de ce dont tu as parlé maintenant. C'est tout le truc quand tu dis quelque chose, mais que l'intention était différente. Par exemple,
dire quelque chose ironiquement pour que ça passe mieux, mettre un petit rire à la fin pour que l'effet soit adouci. Tu vois, par exemple, je vais te casser la gueule, haha. Non, Tu vois, mais ça change tout. ouais. Bah, Mais facilitons. J'aime bien ce que tu as fait à manger et c'est une meuf que tu trouves jolie. T'aimes pas en fait ce qu'elle fait à manger, mais tu aimes le fait qu'elle fait quelque chose ouais, pour toi. voilà, il Exemple va concret. réfléchir là-dessus, Ouais, c'est ça. mais j'ai pas plus à dire. Ah ouais. Bah, donc réfléchir, ce que tu ne peux pas dire. Ouais, je t'avoue que moi non plus. Du coup, est-ce que je vais. Si le sujet est fini, j'ai une proposition. Enfin, Vas-y, si. vas-y. Ben, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que pour une fois, c'est pas que les USA qui sont pris en compte. Et non, pas Non, un c'est problème vrai. avec le capitalisme, mais tous les films hollywoodiens tournent autour de l'Amérique. Yes. Et là, je trouve que c'est vachement intéressant parce que bon, ça se passe en Amérique, mais dans des petites montagnes du Montana, et pas une seule fois on voit la Maison Blanche, le grand cliché des films de science-fiction hollywoodiens avec la Maison Blanche qui explose. Mais et Il y là, a quand ce qui même est- une explosion. oui, elle est bien cachée dans le film. Accrochez-vous, c'est vers la fin. D'ailleurs, faudra. Bon, attends. Et Ouais, du coup, cet aspect-là est chouette parce que c'est un peu. Ils sont dans plein d'endroits dans le monde. Et la révélation à la fin, l'arme dont ils parlent, que les Chinois utilisent, comprennent utiliser l'arme et les Américains donner l'arme, c'est l'arme en fait, c'est le langage. Et du coup, leur but sur Terre, ce qu'ils recherchent depuis le début, c'est d'aider les humains en fait en les faisant communiquer. C'est un peu comme une sorte d'épreuve qu'ils font passer. Et je trouve que ce côté-là global avec plein de pays qui sont pris en compte est assez intéressante, quoi. On sort du truc des États-Unis avec leurs gros lance-roquettes parce que c'est les seuls qui peuvent faire quelque chose contre les aliens. Là, il y a vraiment l'idée de coopération entre tous les pays et tous les jeux de diplomatie qui sont un peu montrés. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est que un aspect, on n'a pas encore parlé de l'armée, mais un aspect qui est quand même très présent dans le film, c'est l'armée fout la merde. C'est que tu essaies de communiquer avec une espèce de race qui est juste venue échanger, en fait, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe. Leur intention, qui est révélée, comme tu as dit à la fin du film, c'est juste offrir un cadeau qui est leur langage, en fait. C'est tout. Et ouais, et du coup, tu as les gars de l'armée, enfin, le mec qui sont tout le temps en mode non, mais qu'est-ce qu'ils veulent tout de suite parce que bon, c'est des gars qui sont technologiquement plus avancés que nous, peut-être qu'ils peuvent nous buter si on n'est pas clair. Puis qu'est-ce que les Chinois vont faire? Les Chinois, on dit qu'ils vont les attaquer, donc ça veut dire que nous, on doit se préparer à des rétaliations et tout ça. Genre en mode dans un. Oui, pas dans une mode écoute en fait ils restent dans leur logique qui est humaine et il n'y a pas cette et donc ça c'est le point que j'allais aborder après, ils sont pas dans cette logique de ok, il y a quelque chose qui est différent en face de moi, il est temps de créer la connexion, sur quelle base on va réussir à créer cette connexion pour qu'on puisse avoir des échanges qui sont plus ou moins intéressants. Ouais, c'est vrai que après ça s'est bien montré parce que même dans le vocabulaire militaire, t'as très peu de place pour la diplomatie. Les diplomates sont pas des militaires, c'est des gens tout à fait extérieurs et du coup un militaire il est prêt à quoi? Il est prêt à défendre ou attaquer. Et clairement. du coup quand tu lui parles de compromis et de diplomatie, il est un peu perdu, quoi. Et c'est bien montré dans le film. On montre pas que c'est des péquenots qui veulent absolument buter le truc, mais on montre leur logique assez bien, c'est vrai. Non, pour le coup, il y a un très beau travail à ce niveau-là. Et il y a la scène là avec le scientifique russe. Je sais pas. Donc en fait, à un moment, il y a une scène où il y a un scientifique russe qui en gros envoie un message. Non, mais en fait, l'arme que nous on a reçue, c'est une partie des 12. Il faut mettre les 12 parties ensemble. Many become one. Sauf qu'il le dit en russe et c'est mal traduit. Et donc elle dit non, mais le message qu'il a dit, il faut l'interpréter. Et donc en fait, le gars de l'armée, il interprète ça en mode. Là, pour le moment, sur Terre, il n'y a pas un leader qui gère tout. Donc, quand ils disent many become one, donc le tout devient un, en fait, ils disent il faut que les humains se tuent entre eux, comme ça on parle à un seul leader, tu vois, et comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc tu vois, ça c'était la logique militaire, là où elle était en logique, la logique technologique, alors que le scientifique avait compris, et on a compris avec eux, c'est que non, en fait, ce qu'ils nous ont offert, c'est chacune des 12 endroits où ils sont venus, ils offrent une partie du puzzle, et il faut que toutes ces parties soient assemblées pour qu'on ait l'arme en entier, qui est en fait leur langue, quoi, tu vois. Et ça, ouais, on est clairement dans la mauvaise interprétation pour le coup, et des cadres de pensée qui du coup font pas ça. Voilà. Ouais, non, c'est assez intéressant pour le coup. Qu'est-ce qu'on a encore noté ici? Bon, moi ce sera juste une petite parenthèse, mais je me suis dit, tu vois, techniquement, imaginons ça arrive maintenant.
Tu vois, c'est des organismes. Ils ont bien des rhumes et des trucs dans le genre, tu vois. Ben, ça nous tuerait direct, non? Ben, en fait, là, ça part du présupposé que nous, on a le même système que eux, tu vois. Donc, le rhume, si tu parles d'un virus, enfin, un rhume, c'est un virus, c'est ça? Ou une bactérie, je Ouais, t'avoue, je sais pas trop. je crois que c'est un virus. Mais donc, ça veut dire que leur virus, en fait, qui viennent d'une autre planète et d'un autre système et d'un autre fonctionnement complètement différent, que leur truc fonctionne exactement comme nous on fonctionne. Parce que pourquoi est-ce que tous ces bactéries et tout ça, ça fonctionne sur nous? C'est parce qu'en fait, ça a vécu en symbiose, tu vois. Ouais, En ok. fait, on est tous des bactéries et donc, enfin. Je veux dire, il y a un petit documentaire très intéressant à ce niveau-là. Si tu veux, je te le montre après. Mais c'est genre ce truc. Je veux dire, tout ce qu'on mange, en fait, c'est de la nature vivante, tu vois. Et Ouais, ouais. c'est vrai que j'avais lu qu'il y avait, il y avait une fusion avec des bactéries qui avait permis, je sais plus quoi, mais on doit avoir 7 ou 8% d'ADN en commun avec les bactéries, je pense. Parce que justement, il y a eu ces fusions, etc. Bah, plus que ça, c'est. Donc en fait, le documentaire duquel je parle, c'est Une espèce à part. C'est d'Arte et c'est génial. Et un truc qu'ils expliquent là-dedans, c'est que si je me trompe pas, 10% des cellules qu'on a dans notre corps, en fait, ce ne sont pas des cellules humaines, en fait. Donc c'est des bactéries ou c'est des virus, mais qui coexistent les uns avec autres et qui remplissent des rôles différents. Je crois que j'ai mal retenu l'information et c'est ce que je voulais dire là. Ah, ok. Pas d'ADN. Ah, mais non, et il y a aussi l'aspect ADN, oui, qu'en ok. effet, Bah, alors c'est deux infos. Non, non, ok. donc c'est très intéressant que la science est arrivée à ça, et quelque part c'est logique, tu vois, c'est que, bon, il y a les premières vies c'était des bactéries, et puis tout à coup il y en a certaines qui commencent à co-fonctionner ensemble, et qui du coup créent des plantes par exemple, et puis d'un autre côté créent des poissons, mais donc en fait à la base on est tous des espèces de petits points ronds, quoi, tu vois, c'est juste que là on a une sorte de composite de tout ça, et c'est ça qui fait un être humain, et selon la manière dont ils se mettent les uns avec les autres, ça peut créer un humain, ça peut créer un chat, ça peut créer enfin voilà, plein de trucs différents en fait. C'est fou. Les bactéries, quoi. Oh là là. Bactéries, merci. Hein, ouais. Parce que c'est vrai qu'on vous le rend pas trop hein, avec tous ces antibiotiques, mais merci pour notre vie, ça fait plaisir. Ah non, mais c'est vrai, enfin, on vient d'elles, quoi. Ben, même avant de venir de singes, on vient tous des bactéries, quoi. Oh là là. On est tous des bactéries. On est tous des bactéries, quoi. Des amas de bactéries. Des gros tas de bactéries. Des trop de tas de bactéries. Et donc, pour revenir à la question de base, si je me souviens bien, c'était quoi? C'est ok, donc du coup, on est des gros tas de bactéries, mais on n'est pas sûr que les bactéries de ces aliens-là ont la même structure que les bactéries d'ici, en fait, tu vois. C'est peut-être tout à fait autre chose. Je me souviens d'un épisode de Star Trek, en fait, où il rencontre un être vivant, mais qui est en forme de silicone, en fait. Et ce truc se nourrit de tout ce qui est composant informatique, et donc c'est un danger pour le vaisseau et tout ce que tu veux. Et donc oui, c'est un truc vivant qui réagit. Donc vivant selon la définition de quand ça réagit, ça se défend soi-même pour continuer à exister. Et c'était quoi encore la définition? Et du coup, ça s'adapte aussi. Et donc ça s'adapte et ça réagit au stimulus, tu vois, selon cette définition-là. Hein. Oui, Star Trek déchire à ce niveau-là, au niveau philosophique, tout le monde doit regarder. Et donc en fait, ce qu'ils se retrouvent à faire, c'est que selon en fait les propres règles d'humains, ils disent ah non, nous on peut pas tuer la vie ou je sais pas quoi. Et donc ce qu'ils se retrouvent à faire, c'est ils l'ont mis sur une planète où il y a plein de genre de trucs chimiques en fait qu'elle peut se nourrir et tout ça, quoi, tu vois. Et donc ça j'ai trouvé intéressant parce que eux ils ont dépassé cette espèce de truc de ah bah oui, tout ce qui est être vivant d'une autre planète, ça doit forcément ressembler à des humains, ça doit forcément avoir des intelligences comme des humains, alors qu'en fait non, la vie, enfin on sait pas, tu vois. Parce que même je me dis là c'est encore une belle chance hein, cette tâche d'an, tu vois, parce que ils sont sympas et tout. Parce que c'est vrai que tu vois, imaginons une autre planète déjà. Genre on est formé énormément à partir de molécules de carbone. Tu vois, on a des longues chaînes de carbone. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup sur Terre. Mais alors, sur une autre planète, dans une autre galaxie très loin, ça pourrait être basé sur une toute autre molécule. Et du coup, et l'environnement aussi du coup. Et du coup, la pensée serait totalement différente. Et alors, à mon avis, c'est impossible qu'un alien arrive ici et qui puisse avoir un traducteur et qui nous comprenne directement comme ça. Là, c'est déjà mieux amené, mais ça me paraît encore un peu optimiste. Complètement. Ça me paraît...
pense presque impossible parce que si on revient encore à ce qu'on a dit et que nos mots sont notre manière de penser et qui sont calqués sur notre réalité, si leur réalité est totalement différente, qu'ils n'ont pas de bras, qu'ils n'ont pas d'arbres, qu'ils n'ont pas de pommes, qu'ils n'ont rien de tout ça, alors ils vont penser totalement différemment, ils vont réagir totalement différemment et même ce truc d'entraide où ils viennent nous donner le langage, c'est ça humain, me paraît impossible. Enfin, c'est pas humain, disons que c'est de la Terre, c'est la symbiose entre les différentes espèces. Mais en effet, ça c'est un truc qui existe sur Terre. Mais en effet, dans d'autres trucs, on ne sait absolument pas comment ça fonctionne, tu vois. Bon, alors ici, ils partent du principe que ces bazars-là, ils voient dans le futur, et dans leur futur, ils voient qu'ils ont besoin de l'aide des êtres humains et tout. Peut-être qu'alors, du coup, ils se sont dit, tiens, comment les êtres humains ils pensent avec le langage, peut-être qu'on doit apprendre à parler et à communiquer. Enfin, tu vois. Ouais. Après, moi j'avoue que le film est incroyable, mais quand on se rend compte à la fin que c'était plus une énigme pour... Ouais, il fait un peu chaud, hein. Ouais, il fait... tu vois, quand on se rend compte à la fin que c'était une énigme, bon c'est beau hein, comme morale, une énigme pour que tous les pays s'allient et comprennent que c'est encore ça leur plus grande arme, c'est le langage et l'entraide, etc. Mais alors, moi j'aurais trouvé ça intéressant au final qu'ils se comprennent vraiment et que vraiment l'alien qui arrive ne comprenne pas du tout les humains, est effectivement là pour créer un premier contact et pas cette espèce d'énigme où à la fin il donne une sorte de récompense philosophique. C'était très cool quand même, mais j'aurais aimé voir comment ça se passait si finalement ils arrivaient vraiment à se comprendre et si c'est pas l'alien qui joue un jeu depuis le début. Bah, tout ça, en fait, bon, ça c'est moi, hein, je sais pas comment d'autres gens le voient, mais pour moi, il y a cette grosse différence en science-fiction entre ceux qui font des critiques sur les humains, enfin sur l'humanité, et ceux qui se posent des vraies questions technologiques, tu vois. Ici, c'est clairement un film qui est vraiment une critique sur les humains et qui pense sur, tu vois, tout comme la série, la Handmaid's Tale, tu vois. Et si on perdait la fertilité, à quoi le monde ressemblerait, tu vois. Je veux dire ça, ok, c'est juste, allez, le postulat, c'est juste on perd de la fertilité, et puis elle est partie dans tout un délire de la femme et tout ça, et c'est génial, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, il faut regarder ce truc, c'est excellent. Et ouais, c'est à quoi et vers quoi ça va. Enfin, c'est comme Westworld aussi, Westworld c'est aussi une critique sur l'humanité, on parle pas de à quoi ressemble l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle a pas les émotions, et tu vois, elle a pas tout ce truc de cerveau, c'est juste des 0 et des 1, donc partir du principe que l'intelligence artificielle va fonctionner exactement comme nous, et c'est un peu erroné, je crois, parce qu'ils n'ont pas la même base, structure de fonctionnement, quoi, tu vois. Bah, tu penses pas qu'on pourrait créer des émotions ? Ah oui, ça on peut le faire, clairement. Je dis pas, peut-être qu'il y a moyen d'émuler ou créer une émulation de tout ça. Non, mais vraiment créer une sorte de cerveau neutre qui pourrait après se balader, faire une sorte de simulation de cerveau humain, mais alors vraiment plus tenu par l'homme. Ah. Bon, après, là, on faudra un épisode. Ce serait intéressant, un truc sur l'intelligence artificielle. Ouais, je peux en parler un tout petit peu. Mais ouais, cool, on peut faire ça. Ouais. Faut mettre ça sur le calendrier. Faut mettre ça sur le calendrier, ouais. Putain, j'avoue quoi. Ça commence à se charger là. Ouais, quoi ça ? Bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, moi j'ai l'impression. Oui, moi ça me paraît pas mal. Non, t'avais parlé construction de la langue, tu m'avais dit de te rappeler. Ouais, non, j'en ai parlé. Ok. C'est tout le truc avec Swahili et Turc et tout, et le chinois, ouais, et comment. ok. Mais d'ailleurs, par exemple, je vais quand même ajouter ça en plus, c'est que. Donc nous, français, on essaie de tout définir et de bien tout catégoriser, comme ça on peut utiliser d'autres mots et tout ça. Alors je maîtrise pas, hein, mais j'ai l'impression que, de ce que j'avais compris, eux, ils fonctionnent beaucoup plus en concept pour les mots, tu vois. C'est-à-dire, on va pas essayer de décrire un truc parfaitement, mais on va conceptualiser les choses. Et quand on combine différents concepts, on arrive à un autre mot et à un autre concept, tu vois. Donc, je sais pas moi, le fait, si tu prends par exemple, le mot mer, tu vois, et que tu prends le mot obscur. Et donc la mer, c'est quoi ? C'est le fait de prendre et d'étreindre, c'est quelqu'un qui te fait un câlin, mais tu dis obscur, et ben ça crée un truc qui t'étreint, mais qui te fait peur, mais qui en fait ne te fait pas du bien, mais qui te met dans l'obscurité. Ben on peut dire c'est l'illusion par exemple, tu vois. Et donc en fait en combinaison de trucs, tu vois, en combinaison, je sais pas du tout, enfin je sais que ça marche comme ça leur langue, je sais pas du tout si c'est exactement ça, si c'est un bon exemple, mais je sais qu'eux ils fonctionnent comme ça dans la construction des mots. Bah, tu peux voir que par exemple quand tu vas, bon ça c'est très anecdotique, mais à l'UGC de Brooker, il y a les sous-titres en français et en néerlandais,
Et tu vois qu'en français, enfin comme tu dis, il y a vraiment un mot pour ce concept-là, alors qu'en néerlandais, ou je pense en général dans les langues germaniques, c'est des combinaisons, quoi. Ouais, clairement. Donc par exemple, un gant pour la main, tu vois, en fait, eux, c'est chaussures de main. Ils font ça comme ça, tu vois. Handschoen, quoi. Et ouais, et tu vois, c'est clairement une autre conception de comment on utilise la langue pour arriver vers quelque chose. Moi, je trouve ça plus rigolo de pouvoir combiner deux mots ensemble. Bah, c'est très pratique parce que ouais, tu peux aller très loin en fait dans tes combinaisons et en fait créer des mots sur base de exactement la situation que tu es en train de vivre et pas devoir en inventer un autre ou en créer des autres parce que non. Ouais, les Allemands, ils ont des mots incroyablement précis, c'est fou, quoi. tu vois, tu prends une phrase pour dire ça. Fingerspitzengefühl, tu sais ce que c'est ça? J'aime bien celui-là. Dis-moi tout. Donc en fait, Fingerspitzengefühl, donc le sentiment. Okay. Fingerspitzen, c'est le bout des doigts. Okay. Donc c'est le sentiment du bout des doigts. Et c'est une sorte d'intuition. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est très loin. Ah oui, voilà. En fait, ouais, ça vient du geste alors. Ça vient de. Tu as un petit sentiment qu'il y a quelque chose qui est pas net. C'est une sorte d'intuition, mais très légère. Tu vois, quand tu parles d'intuition, tu peux faire comme ça, tu vois. Bah ça vient de ça alors. Ça vient du geste. Oui, du geste. Ah, ça donc là, on est en train de mettre le bout de nos pouces et sur le bout de nos doigts. On n'est pas encore filmé en effet. Et donc c'est ça et on se dit oui, c'est ça cette intuition. Je sais pas. Ok. Disons que va falloir un peu arranger. Ça demande de l'investissement, tu vois. Ou bien tu montes comme ça, genre clac. Tu vois là, tu fais. Ouais, on va peut-être engager un caméraman. Engager en le payant en eau été. Ou en cognac et vin. Ou en cognac et vin, exactement. Ou en drogue diverses. Légal, bien sûr. Mais attends, on n'a pas besoin d'un caméraman vu qu'on bouge pas. C'est vrai. Tu vois, on pourrait poser une caméra sur pied. Une caméra 360 serait hyper rigolo. Quoi, au milieu comme ça? Ça existe? Ouais. Quoi, ça tourne ou bien? Non, mais en gros, genre, t'as une image 360. Mais alors, du coup, ça veut dire que genre les gens qui veulent regarder. Alors, par exemple, imagine, moi je parle, alors ils se tournent vers moi. Ouais. Et puis toi tu parles, alors ils se tournent vers toi, et alors quand ils s'en fichent, ils laissent comme ça et ils continuent à écouter. Et quand ils veulent voir un peu la personne qui parle, alors ils tournent. Et alors ça veut dire que t'as une caméra et genre t'as tout le monde ici qui est filmé, ça peut être rigolo. Bah, j'ai l'impression qu'au niveau technique c'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'il faut gérer ça. Parce que ok, moi je sais pas combien ça coûte, mais donc ça veut dire qu'il faut acheter tout ça. Oui, mais c'est vrai qu'une caméra 360 degrés ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher. Donc voilà, si quelqu'un veut faire une donation aux Chroniques Inutiles d'une caméra 360 degrés, on est bien sûr ouvert. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on accepte. Envoyez un mail à notre adresse pro. Qui est leschroniquesinutiles@yahoo.com. Yahoo.com. Ouais, j'ai créé un email. Mec, ça se voit, t'as 30 ans, mec. Tout le monde est sur Gmail. Non, mais leschroniquesinutiles@gmail.com était déjà pris. Arrête. Bah oui. Par qui? J'en ai aucune idée. C'est hyper étrange. Mais pourquoi pas? Ouais, non, mais ouais, quel hasard. Ouais, clairement. Bon. Mais il y a d'autres chroniques inutiles, hein? Ouais, enfin, c'est vrai que c'est pas si incroyablement original, oui, c'est sûr. Non, c'est pas si incroyable que ça. Mais ouais, non, il y a d'autres chroniques inutiles. Il faudrait aller voir la concurrence dans ce cas-là. Ouais. Bah, ça avait l'air plus sérieux. Ah, t'as vraiment trouvé? Ouais, je suis allé voir. Donc, il y a les chroniques de l'inutile, et ça, c'est un groupe belge. Ok. Genre un groupe belge. De jazz. Ah, le jazz. J'adore le jazz. J'adore le jazz. J'aime bien le jazz. Ça me permet de fumer un cigare et de boire de l'eau. Non, pas de l'eau, du cognac. Du cognac. Du cognac. Et juste avoir l'air sérieux et cultivé. Et puis, le montrer à tout le monde. C'est fort le jazz. Ok. Le langage, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur le langage? Moi, je n'ai plus d'inspiration et plus rien sur mes notes. Du coup, moi, ça me paraît bon. Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Cool. Bah, un peu la même chose pour moi. Du coup, on va clôturer avec une petite histoire inutile. Waouh, il y en a eu deux cette fois. Enfin, après, c'est vrai que ça fait comme si on avait une et demie, quoi, parce que j'ai rien compris la première. Eh ben, tu peux aller réécouter et apprendre le Swahili et tu comprendras tout ce qui se passe. Où est-ce que je peux trouver cette émission, François? Tu peux la trouver sur le Facebook de Les Chroniques Inutiles. Okay. Ou bien tu peux aussi trouver ça sur la page YouTube qui est aussi Les Chroniques Inutiles. Et là, il y a toutes les vidéos qui ont été faites depuis le début de mon entreprise jusqu'à maintenant. Avec des participants très cool comme toi, comme Tish et comme d'autres. Ok, ça a l'air Elias super. et Yipoun et Lucas et plein d'autres gens qui ont participé et on parle de plein de sujets différents. Je crois que ça le vexe quand on dit Lucas, il faut dire Lucas. Ah oui, putain, j'avoue, Lucas, pardon. Big up Lucas. Big up Lucas. Et donc voilà quoi. Allez, salut à tous. Attends, oui, excuse-moi. Donc voilà. Attends. Donc un truc que j'adore à Bruxelles sont les différences de culture.
la Belgique est le deuxième pays avec le plus de nationalités différentes représentées. En gros, après l'Arabie Saoudite, nous avons le plus de nationalités différentes en Belgique. C'est un peu dommage de se faire battre par l'Arabie Saoudite, mais bon, la Belgique est un peu soumise. Et l'Arabie Saoudite aime battre les soumises. Enfin, je voulais dire que nous avons une grande diversité. Du coup, je suis allé à une soirée, il y avait des gens de toutes les nationalités à boire des bières belges et manger du pain avec du fromage et tout ça. Il y a bien sûr des différences. Certains savouraient les bières, d'autres les affonaient. Certains mangeaient le pain d'abord, puis le fromage. D'autres mettent le fromage sur le pain, puis ils le mangent. Et puis, tu avais un gars qui a mis du pain dans les toilettes pour les manger là-bas. C'était un peu bizarre, mais je me suis dit, bon, il faut être tolérant, quoi. Plus tard dans la soirée, il va à nouveau aux toilettes, puis revient à la table et reprend du pain avant de recourir à nouveau aux toilettes. Je trouvais ça un peu bizarre, aller aux toilettes, puis revenir comme si le fait d'oublier le pain était hyper grave, tu vois. C'est parce que, donc tu vois, il va, et puis il revient vite prendre du pain, et puis il va aux toilettes, tu vois. Genre, c'est vraiment important qu'il devait aller aux toilettes avec du pain, tu vois. Du coup, j'étais curieux et je suis allé lui parler. Parce que donc, je lui parle un peu de tout et de rien. Il s'appelait Antoine, tu vois. Tony pour les amis et son surnom c'était Toto. Du coup, on discute un peu et bien sûr, un peu plus tard, après quelques bières, il prend du pain et il va aux toilettes. J'en pouvais plus, quoi. Je devais lui demander. Du coup, je lui demande, dis Toto, pourquoi est-ce que tu prends du pain aux toilettes? T'as une idée de ce qu'il m'a répondu? Bah, c'était pour nourrir le canard WC. Ok, François, tu vas devoir te justifier. C'était quoi le but de cette blague? Non, il n'y a pas de but, c'est juste faire des blagues de merde. C'est les histoires inutiles. Mais en tout cas, merci. Bah écoute, merci à Merci toi. à toi. Merci à vous. Merci à vous de nous écouter. Waouh. Et écoutez. Voilà, et bonne soirée. Et j'espère que vous avez kiffé. Parlez-vous, languez bien, mais Exactement. clarifiez les intentions. Et Ouais. qu'est-ce qu'on a encore appris aujourd'hui? Que la réalité objective n'existe pas, que la seule vôtre existe, et que du coup, tout ce qu'il y a dedans est vrai. Et vous devez croire en votre réalité. C'est Mais important. quand même, essayez de partager clairement votre réalité aux gens à côté de vous pour être sûr qu'il n'y ait pas de C'est ça. miscompréhension, de mauvaise compréhension. Exactement. Et De voilà. mécompréhension, je dirais même. Mécompréhension. Et donc maintenant, nous, on va se sucer la bite, hein, parce qu'on est quand même en slip, Ouais, avec des girafes Gucci. avec des girafes Gucci. Ouais. Et un crâne en feu qui parle. Mais il est pas dangereux, il s'est pas bougé, vu que C'est c'est ça. juste un crâne. Puis, Vous inquiétez il pas. avait rien à dire sur le langage, donc Ouais, on c'est l'a pour laissé ça, de on lui côté. a pas donné de micro et puis ça leur a abîmé, ça nous aurait fait chier. C'est ça, clairement. Et à toutes. À toutes, à cooked.